Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, ma spécialité, ce sont les séries télé. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment on raconte dans une série télé et comment on construit un univers fictionnel pour dire quelque chose sur le monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, donc pour cette impro-conte de la tête de la science, j'ai choisi comme exemple une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Flash, The Flash. Donc, voilà. Alors, c'est une série qui passe sur la chaîne américaine de CW, qui a été créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Jeff Jones, et qui est en fait en production depuis 2014, donc elle n'est pas terminée, et elle compte actuellement déjà 7 saisons. Alors, c'est une série avec des épisodes de 40 minutes environ et une vingtaine d'épisodes par saison, donc c'est une série très longue. Et ça veut dire qu'elle offre plein de possibilités narratives, et c'est ce genre de série justement qui m'intéresse le plus et sur lesquelles je travaille. En plus de ça, c'est une série de science-fiction, donc qui peut se permettre d'inventer des éléments, de jouer avec les possibilités des univers fictionnels. Or, justement, Flash a un univers très complexe parce que c'est un personnage qui vient de dizaines d'années de bande dessinée, puisqu'en fait, le personnage apparaît en fait dans des magazines de bande dessinée, donc des comic books, en 1940. Et depuis, on n'a jamais cessé en fait de raconter son histoire avec de multiples variations, avec de multiples auteurs aussi, et également des adaptations, en particulier à la télévision. Alors, une adaptation avant celle qui va m'intéresser aujourd'hui, qui serait intéressant de citer, c'est l'adaptation de 1990, parce que dans l'adaptation de 1990, l'acteur qui joue Flash, en fait, va ensuite jouer dans l'adaptation des années 2000 le père du personnage de Flash. Donc, il y a vraiment une continuité aussi entre ces différentes versions et ces différentes adaptations du personnage. Donc, qui est Flash? C'est en fait un super-héros qui fait partie au départ de la police scientifique de la ville de Central City. Donc, son vrai nom, c'est Barry Allen. Un jour, ce personnage est frappé par la foudre et il subit une forme de mutation qui va lui donner le pouvoir d'avoir une vitesse surhumaine. Et donc, avec son équipe et grâce à ce pouvoir, il va protéger la ville de Central City. Donc, du coup, l'univers science-fictionnel de Flash est complexe parce que, d'une part, il y a, comme je viens de vous dire, des créatures avec des êtres humains avec des pouvoirs parce que ces personnes ont subi des mutations, d'une part. D'autre part, parce qu'il y a du voyage dans le temps dans Flash. En effet, lorsque Flash court suffisamment vite, eh bien, il est capable de revenir dans le passé. Donc, ça va amener toute une série de possibilités narratives. Et dernier élément, Flash présente aussi ce qu'on appelle donc un multivers. C'était un des termes de mon titre. Un multivers, ça veut dire qu'en fait, c'est un univers où il y a plusieurs mondes parallèles. Et dans chacun des mondes parallèles, on a une version de notre monde avec parfois des petites différences et parfois avec des grandes différences. Donc, il y a d'autres versions des personnages de l'histoire. Par exemple, il y a d'autres Flash dans d'autres mondes sur ce que la série appelle Earth 1, 2, 3, 4, donc la Terre numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et ceci dans une infinité de possibilités. Donc, vous voyez que le fait que justement Flash soit un univers de science-fiction de ce type, ça permet vraiment de raconter plein de types d'histoires différentes. Mais si l'univers de science-fiction de Flash est en lui-même complexe, en fait, la série, en plus de tout ça, s'inscrit dans un groupe de séries qui partagent toutes le même univers fictionnel issu des comic books de DC Comics. Et cet univers fictionnel, on l'appelle le DCverse, univers DC, ou bien également le Arrowverse. Parce que on appelle ça le Arrowverse parce qu'en fait, c'était la première série chronologiquement à avoir été diffusée dans ce groupe de séries, Arrow, qui parle donc elle aussi d'un super-héros, le Green Arrow, mais toutes ces séries-là parlent de différents super-héros. Vous voyez sur la diapo à quel point on a une multiplicité de personnages dans diverses séries. Donc au départ, on avait une seule série, Arrow, et puis ça a bien marché, et donc du coup, ils en ont fait toute une série qui puise dans le même groupe de personnages, mais qui se complètent et qui se passent vraiment de manière totalement cohérente les unes par rapport aux autres. Donc depuis, on a eu donc Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Batwoman, Superman and Lois,
Donc, vraiment un très grand groupe de séries. Et toutes ces séries de super-héros se passent donc dans le même univers et proposent du coup un récit global, cohérent, dans lequel il y a régulièrement ce qu'on appelle des crossovers, c'est-à-dire en fait des récits qui viennent traverser d'une série à l'autre, en fait, qui se passent avec des personnages de plusieurs séries. Alors, ce qui m'intéresse dans Flash, c'est qu'elle fait partie de ce type de série qui propose une intrigue bouclée dans chacun des épisodes et en même temps une intrigue qui va se poursuivre sur l'ensemble de la saison, voire de la série. C'est ce que moi j'appelle justement une série semi-feuilletonnante formulaire. Alors Flash, je le disais, construit un monde complexe via l'utilisation d'une sérialité en fait, qui est très complexe. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a plusieurs niveaux de fonctionnement de la série qui vont tous interagir entre eux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de récit et tous ces niveaux vont interagir entre eux. Le premier niveau, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il y a une intrigue bouclée dans chacun des épisodes. Généralement, en fait, on va découvrir dans chaque épisode de Flash un nouveau méta-humain, méta-human en anglais. Qu'est-ce que c'est un méta-humain? C'est donc une personne qui a subi une mutation comme Flash. Simplement, les méta-humains de chacun des épisodes, généralement, vont être les antagonistes de Flash. Donc, ce sont généralement des criminels qui utilisent leur pouvoir pour voler des objets ou pour faire toute une série de choses illégales. Et donc, chacun des épisodes de Flash va s'organiser autour des mêmes moments qu'on va retrouver à chaque fois. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut identifier l'identité en fait du méta-humain en question. Puis, il faut découvrir comment fonctionne son pouvoir, de manière à ensuite pouvoir évidemment le vaincre et l'arrêter. Et à chaque fois, ça va impliquer, pas à chaque fois, mais disons souvent, ça va impliquer que Flash découvre une autre possibilité d'utiliser une autre technique, si vous voulez, dans l'utilisation de ses propres pouvoirs. Donc, ça va le faire progresser dans sa maîtrise des pouvoirs qui sont les siens. Donc, toutes ces étapes-là, on les retrouve assez systématiquement dans les épisodes de Flash. Ce qui fait qu'il y a une forme de fragmentation de l'histoire parce qu'il y a une démultiplication des histoires au sein de la série qui fonctionne en fait à chaque fois sur le modèle de la répétition et de la variation, ce qui est un des grands moteurs, on va dire, de la sérialité en général. Du coup, ce système narratif, c'est vraiment une machine à susciter des histoires. Et même dans certaines saisons de Flash, il y a un jeu sur les attentes des spectateurs et spectatrices sur ce point, puisque certaines saisons vont même jusqu'à annoncer au début combien il y aura de méta-humains à identifier dans la saison. Et donc, du coup, en fait, il va s'agir dans la saison de remplir le tableau, littéralement, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur le cas de l'image qui est en bas de l'écran actuellement. Donc, vous voyez, il y a une dimension ludique et presque une influence un peu du jeu vidéo dans cette manière de fonctionner dans certaines saisons de Flash, puisqu'on a un fonctionnement par accumulation de quêtes et vraiment de passage de niveau, en fait. Donc, c'est une logique qui ressemble à celle du jeu vidéo. Mais toutes ces histoires, limitées à chaque fois à un épisode, vont être ressaisies dans la grande histoire qui est, d'une part, celle des protagonistes de la série, bien évidemment, et des relations qui les unissent, et d'autre part, du monde qui les entoure, et disons de manière plus générale de ce qu'on appelle en réalité la mythologie de la série, c'est-à-dire tout l'univers fictionnel qui est construit progressivement par la série. Alors, cette mythologie, évidemment, elle devient de plus en plus complexe et de plus en plus tentaculaire au fur et à mesure des saisons de Flash, parce que là, on était au niveau de l'épisode, mais maintenant, on va passer au niveau de la saison et au niveau de la série. Et à ce niveau-là, en fait, chaque saison apporte de nouveaux éléments avec lesquels on va pouvoir jouer et qui donnent toujours de nouvelles possibilités. En fait. Par exemple, on découvre assez rapidement, je vous l'ai dit, qu'il existe des mondes parallèles. D'abord, on découvre qu'il y a Earth 2, donc la Terre numéro 2. Déjà, ça ouvre toute une série de possibilités. Et puis ensuite, on va découvrir qu'il y en a d'autres encore. Et que donc, à chaque fois, chaque nouvel univers parallèle est évidemment un nouveau monde à explorer. Alors, parfois, c'est utilisé de manière ludique, comme on l'a vu, et comique. Par exemple, dans le travail qui est fait sur le contraste entre les différentes versions d'un même personnage dans chacun des mondes. Parce que là, on va jouer sur en fait, le jeu des acteurs, sur une espèce de connivence entre les spectateurs, spectatrices et l'acteur qui va s'amuser à jouer différentes versions
d'un même personnage. Et dans Flash, on peut voir que ce qui est intéressant, c'est que tous les procédés sont toujours poussés à l'extrême dans une espèce un peu d'exubérance narrative qui en fait, à mon avis, son intérêt. Et c'est le cas dans l'exemple que vous voyez actuellement à l'image. L'acteur Tom Cavanagh interprète au cours de la série, donc son personnage principal, c'est Harrison Wells, et il va interpréter au cours de la série une multitude de versions en fait, de ce personnage d'Harrison Wells. Certaines versions vont apparaître simplement pour une scène ou pour un épisode, et d'autres vont apparaître pendant des saisons entières. Mais du coup, il va vraiment jouer sur la multiplication de ces versions. Et c'est vrai que chaque année, on attendait toujours les nouvelles versions. Que va-t-il faire encore avec ce personnage, avec des versions de plus en plus farfelues, jusqu'au point où il va concevoir en fait le conseil des Wells, c'est-à-dire que le personnage original d'Harrison Wells convoque une série d'autres versions de lui-même pour pouvoir discuter avec eux et prendre des décisions. Et ça donne lieu évidemment à des scènes très comiques avec vraiment des versions particulièrement farfelues du personnage. Et ça va être mon premier extrait, ma première vidéo. Je vous laisse la regarder. I give to you the emotionally astute Council of Harrisons. There you are. H. Wells, what are you doing here? Those other stiffs, well, they got tired of my connections, making me tardy to their party, so they gave me the boot. Wait, so I'm not the only one? Nuh-uh. All of us been kicked out. All of you have been kicked? You got me a council of rejects. Oh, they're brilliant rejects. Hey, whoa, who you call rejects? Hey, look at this guy. What, you the nuts? I'll allow myself to introduce myself. Sonny Wells, Earth 24, at your service. They call me Sonny on account of my sunny disposition. You know, I think that name kind of works for him. Hey, oh, the guy who must be Cisco. Hey, my motto, personally, for me, my motto, be kind. Rewind. Be kind, rewind. They're still on VHS. What? Hello. Yes, bonjour. So, I am Harrison H.P. Wells de Earth 25. So, I must say that it warms me to see us all bonded by our faces and our hearts. See a scarf? I like that scarf. I'm gonna get myself one of them classy scarves like this guy. That's a $10 scarf right there. So anyway, without further ado, it's time for me to commence this meeting with one of my poems. So, allez, I never knew you. I never taste you. Taste. Never smell you until I do. And now, I'm hooked. Saucy. And, what is this poem about? Bread. Deep connection. Food can feed the soul. Donc, comme vous le voyez, en fait, on a des personnages là, évidemment, sans ces versions qui apparaissent de manière très ponctuelle. On a des personnages qui reprennent des stéréotypes très forts jusqu'à même des personnages, comme vous le voyez là sur l'image, type Gandalf, etc. Donc, avec des références intertextuelles en plus. Donc, vous voyez que ces variations, c'est une manière, en fait, de reconfigurer l'univers fictionnel constamment en réinterprétant de manière différente ce qu'on a déjà vu. Mais surtout, on réinterprète à chaque fois la narration, mais sans jamais rien effacer. C'est ça qui va être vraiment fondamental, c'est que c'est plutôt une logique d'accumulation et de bifurcation. Donc, on joue sur la mémoire des publics qui sont capables de comparer, par exemple, là, toutes les versions antérieures d'un même personnage. Du coup, chaque monde, chaque version des personnages, c'est aussi une manière de creuser toujours la construction du personnage, de découvrir de nouveaux aspects de ce personnage, etc. D'autant qu'il y a beaucoup de jeux méta ou, disons, réflexifs sur ces mêmes personnages. Par exemple, sur la Terre numéro 2, il y a un personnage, donc le personnage de Joe, il est chanteur de jazz, en fait, alors que son personnage que l'on connaissait d'habitude ne chante pas du tout. Or, il se trouve que l'acteur chante effectivement, c'est un chanteur. Donc, en fait, on voyait que c'est une manière, en fait, avec cette deuxième version du personnage, de jouer avec ce qui est en fait extérieur à la fiction et ce qu'éventuellement les spectateurs et spectatrices peuvent connaître de l'acteur au-delà même de la question du personnage. Donc, il y a ce niveau ludique, mais il y a aussi un niveau de fonctionnement tragique de cette accumulation d'univers fictionnel dans la série. Et ça, c'est exploré via la question du voyage dans le temps. Puisque dans Flash, lorsqu'on change quelque chose dans le passé, ça change le présent.
Or, toute la série est fondée sur une scène originelle qu'on voit au début. C'est la scène de la mort de la mère de Flash, donc la mort de la mère de Barry Allen, quand il était enfant. Il se trouve que suite à donc, cet assassinat, en fait, le père de Barry Allen a été accusé du meurtre, mais on sait, et son fils sait qu'il est innocent. Et quand Barry Allen devient Flash, quand il est adulte, il comprend que sa mère a en fait été assassinée par un speedster, c'est-à-dire quelqu'un comme lui qui bouge à une vitesse exceptionnelle. Donc vous le savez, hein, les super-héros ont souvent des origin stories, c'est-à-dire des histoires qui déterminent leur trajectoire. Par exemple, là, c'est assez similaire à l'histoire de Batman, qui aussi perd ses parents en fait, quand il est jeune, et puis ça va déterminer sa vie. Barry Allen, c'est un petit peu pareil. Il y a ce drame originel qui fait de lui ce qu'il est. Et en fait, lorsqu'il acquiert le pouvoir de voyager dans le temps, évidemment, se pose la question de savoir, va-t-il changer le passé et sauver sa mère? Et donc, la scène originelle qu'on avait vue va être revisitée plusieurs fois dans la série, avec des modifications qui sont en fait, non pas justement simplement des changements, mais bien des ajouts. Puisque à chaque fois que Flash revient physiquement sur cette scène originelle en remontant dans le passé, eh bien, il y a une occurrence de Flash supplémentaire au sein même de l'image. Il va se démultiplier, si vous voulez, à l'écran. Et cette question, du coup, de changer le passé, ça va poser un problème éthique, puisque c'est vraiment la question de la responsabilité. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Et typiquement, en fait, décider de changer le passé, ça a des conséquences non pas seulement sur la vie de Barry Allen, mais sur le monde entier. Et au départ, il choisit donc de ne pas sauver sa mère. Donc, lorsqu'il revient la toute première fois, il assiste à nouveau à l'assassinat de sa mère, mais il finit par choisir de ne pas intervenir. C'est un sacrifice qu'il fait à ce stade-là de sa vie. Plus tard, il va revenir, et ce sera mon deuxième extrait, je vais vous le montrer après. Plus tard, il va décider de revenir à nouveau, mais cette fois-ci, il va intervenir. Et donc, dans l'extrait que vous allez voir, vous avez la mère de Barry Allen, vous avez en fait, Barry Allen, enfant qui est présent et en train de regarder la scène, vous avez le premier Flash adulte qui revient sur la scène et qui va être simplement témoin, et puis le Flash adulte du présent qui revient lui aussi, mais cette fois-ci, qui va sauver sa mère. Donc, je vous laisse regarder ce petit extrait. I love you too. And I always will. That's why I'm so sorry. But I have to do this. You're not gonna kill her this time. You're not gonna kill her ever again. I'm not gonna hurt you. Okay? I'm not gonna hurt you. You're safe. You're safe now. Voilà, donc vous
voyez le ton tout à fait différent par rapport au premier extrait que je vous ai montré. Et ces deux éléments cohabitent constamment dans la série. Et vous voyez que donc là, on a fonctionné par accumulation et densification de la scène et en même temps sur la question de la répétition-variation. C'est ça qui est fascinant parce que l'image que l'on voit dans cette même scène, l'image, elle est sérielle en elle-même parce qu'elle contient les traces de ces différentes occurrences et ces différentes couches en fait, de temps. Alors du coup, évidemment, changer le passé là, dans cette séquence, ça va bien sûr être une catastrophe et ça va créer ce que la série appelle Flashpoint, c'est-à-dire une sorte de monde parallèle où effectivement Barry a sauvé sa mère, mais ensuite il va se rendre compte que c'était vraiment une erreur, il essaye à nouveau de revenir au temps d'avant, mais ça va être impossible de revenir exactement au temps d'avant, en fait. Son erreur ne peut pas être effacée. Donc, il va y avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Et donc, vraiment, Flash repose beaucoup sur des modèles tragiques où le personnage essaie toujours d'échapper au destin. Et il va, par exemple, même dans une autre saison, avoir une image voir ce qui va se passer dans le futur. Et là, l'enjeu de la saison ne sera pas de changer le passé, mais au contraire, de faire tout pour que ce futur n'arrive pas. Donc, vous voyez comment, là aussi, c'est une variation sur le même type de fonctionnement. Et en fait, tout arrive toujours dans Flash, tout arrive toujours quand même, et les personnages doivent finalement s'adapter et trouver un moyen, en fait, de faire face à ce qui se passe. Et justement, c'est parce que ce qui est présenté n'est jamais effacé, mais fonctionne en accumulation, comme on vient de le voir. Donc, dans la manière dont Flash travaille la sérialité, dans l'articulation en fait, de la scène, de l'épisode, de la saison, de la série, lui permet d'explorer des problématiques comme le temps, l'identité, la responsabilité. Et ce ne sont pas seulement des thèmes dans la série, ce sont vraiment du coup des formes. Et c'est ça qui est intéressant, et surtout des formes en mouvement. Or, l'essence même en fait, de la sérialité, contrairement à d'autres formes d'art, c'est d'être en mouvement. Parce qu'une série, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'elle va finir, quelle forme elle va prendre, elle doit s'adapter à des contraintes extérieures, etc. Et donc Flash, à mon avis, est vraiment un exemple paradigmatique du pouvoir de la sérialité et aussi du pouvoir combiné de la sérialité et des univers imaginaires, et en particulier ici de science-fiction. D'autant plus que la série le fait dans le cadre d'une combinatoire qui est encore plus grande, comme je vous l'ai dit, qui est le Arrowverse. Et du coup, ça offre encore plus de possibilités en termes de ton, de construction sérielle et d'histoire. Voilà, merci pour votre attention.